Alors bonjour et bienvenue dans le Nouveau Muséum. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite balade dans le film des sœurs Wachowski qui s'appelle donc Matrix. Mais Matrix est un film vraiment emblématique de l'histoire de la cyberculture. Et avant d'aller visiter le film et avant d'aller visiter les métaphores cachées, certaines métaphores cachées, parce que le film est une imbrication de métaphores empilées les unes par-dessus les autres, qui ont déjà été beaucoup analysées et chroniquées. Mais avant d'aller analyser la couche, je dirais, qui moi me fait jubiler, qui est la couche BDSM cryptée hein, de Matrix, on va faire un petit tour un peu dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la cyberculture, et je vais juste faire un petit passage dans cette zone-là, qui est le moment que j'ai appelé dans le Nouveau Muséum la croisée des chemins. Et en fait, ici, ça me permet d'illustrer un moment de l'histoire important, c'est-à-dire qu'en fait, Matrix, comme les sœurs Wachowski, sont les héritiers, sont nés d'une révolution culturelle qui est apparue en Amérique du Nord entre les années 70 et les années 90, et que par dérision d'ailleurs, là-bas on appelle la French Theory, parce que paradoxalement, c'est la France, hein, ce sont les philosophes français qui ont initié cette immense révolution culturelle qui a changé notre relation à nous-mêmes, au corps et à la société. Et ces philosophes français qui sont par exemple Simone de Beauvoir, Deleuze, Foucault, Baudrillard, et puis ont influencé les jeunes universitaires, les jeunes chercheurs au Canada et aux États-Unis qui se sont nourris de cette philosophie. Et ça a donné naissance à l'issue, d'ailleurs, ça s'inscrit aussi dans la cybernétique, dans l'histoire de la cybernétique, et dans les hippies, dans le phénomène hippie, hein, dans la révolution hippie. Et ce mouvement d'idées a initié plusieurs mouvements importants dans notre histoire, qui sont les LGBTQI+, les queers, ou le mouvement queer, le BDSM, hein, le sadomasochisme qui s'est renommé BDSM, les gender studies qui ont créé énormément de polémiques, mais aussi les body modification, hein, tatouage, piercing, etc. Et aussi les transhumanistes, le transhumanisme H+, hein, l'homme augmenté. Et j'en oublie, hein, comme des mouvements plus vastes d'ailleurs, comme le do-it-yourself, et des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui a caractérisé, quel est l'élément commun à tous ces mouvements-là? Il y a quelque chose de transversal, de commun, à la fois au LGBTQI+, au BDSM, au H+, hein, entre autres, c'est le corps. C'est-à-dire qu'on a, je dirais aussi que c'est né de la révolution féministe, hein, des revendications féministes, et il y a eu un mouvement général de réappropriation du corps. Et en gros, ce qui est commun à tous ces mouvements-là, c'est une idée qui est mon corps m'appartient, hein, une revendication existentielle, hein, mon corps m'appartient, et ce ne seront ni les religions ni les États qui me diront ce que je dois en faire. Et donc c'est cet élément commun qui fait d'ailleurs que, par exemple, les H+, les transhumanistes, se retrouvent dans les mêmes enjeux, les mêmes revendications existentielles que les LGBTQI+, par exemple. Et donc, juste pour la citer, un personnage emblématique qui fait partie de cette... mais qui est américaine, mais qui a contribué énormément à toute cette révolution d'idées, par ses écrits, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est Donna Haraway. Donna Haraway, qui est au départ une éthologue, une chercheuse éthologue, et alors attendez, je vais essayer de retrouver où est-ce que je l'ai caché, voilà. Elle est là, et qui a écrit un texte, un très joli texte, hein, que moi j'appelle de la poésie scientifique, qui s'appelle le Manifeste du cyborg. Hein, vous voyez, Donna Haraway, à l'époque un peu avant qu'elle n'écrive ce texte-là, et vous voyez, j'ai mis des images de Ghost in the Shell. C'est-à-dire Donna Haraway a été remise en scène dans le second film de Ghost in the Shell qui s'appelle Innocence.
Et donc c'est un personnage emblématique, elle aussi, de la cyberculture. Et donc les Wachowski sont les héritiers, hein, c'est la génération, si je ne me trompe pas, c'est juste après les boomers, ça doit être des X, hein, je pense que ce sont les X, hein. Et ils sont nés dans ce courant d'idées, hein. Ils ont commencé à faire leurs œuvres, à travailler dans le monde du jeu vidéo, au sein de ce bouillon de culture qu'a été cette grande révolution culturelle, et qui donc paradoxalement a été initiée par les philosophes français, par la philosophie française entre autres. Et donc juste, c'était une petite aparté. L'autre élément important aussi, juste parce que j'y suis et que j'ai envie de l'évoquer, c'est que les Wachowski s'inscrivent aussi dans un héritage qui est, je dirais, l'utopie informatique, hein. Ted Nelson, qui est l'inventeur du mot hypertexte, en 1974, vous voyez, et je l'ai pastiché avec mon point de robot levé, sort ce livre, You Can and Must Understand Computer Now. Il est convaincu que l'informatique va nous libérer. Donc il y a eu aussi ce courant énorme qui a généré paradoxalement les majeures compagnies du cyberpunk comme les GAFA. Mais à l'origine, il y avait une pensée révolutionnaire généreuse qui habitait, je dirais, les premiers fondateurs, hein, de la Silicon Valley. Et donc il y a eu une espèce d'élan, un élan idéal, utopique, vers un futur où l'informatique nous aurait affranchis, hein, nous aurait libérés. Et donc Matrix, on va le voir, Matrix, mais les autres films des Wachowski sont empreints de tout ce mouvement-là, de toutes ces revendications, et en particulier évidemment le fait que juste après le tournage, un peu après le tournage de Matrix, Larry Wachowski va se faire transformer. Alors on va aller voir justement on va aller vers le niveau que j'ai consacré au Wachowski. On va aller vers Matrix, là, maintenant, on va se déplacer dans toute l'enfilade des niveaux du Neo Museum. Alors pour ceux qui ont téléchargé le Neo Museum, hein, sur internet, pas Brésil, non, ça y est, j'ai un blanc, le Matrix, et l'analyse de Matrix est tout au fond de la passerelle du XXe siècle, hein, à droite, hein, c'est la passerelle au fond à droite. On va traverser la passerelle qui est dédiée à comment ça s'appelle, à l'informatique, justement, à l'histoire du numérique et de l'informatique, pour aller tout au fond. On va traverser la salle qui est dédiée au jeu RES pour aller rejoindre le niveau que j'ai consacré à l'analyse des métaphores cachées dans Matrix. Alors allons-y, donc on a Larry Wachowski et son frère qui vont devenir Lana Wachowski et Lily Wachowski, qui avait d'ailleurs, c'est intéressant à savoir, qui était un des rares réalisateurs ayant refusé d'avoir une obligation de médiatiser leur vie. Ils étaient extrêmement discrets sur leur vie privée, et c'est par solidarité avec les mouvements LGBT c'est par solidarité avec les mouvements LGBT que Lana a accepté donc de communiquer sur sa transformation. Et on va tout de suite aller voir. Et alors, maintenant, parlons un peu justement de Matrix. Matrix, une chose qui me fait jubiler dans Matrix, c'est le fait que... alors, il y a plusieurs niveaux. Hein, il y a plusieurs niveaux de signification, de métaphores dans Matrix. On ne va pas tous les étudier, mais je vais quand même faire une petite aparté sur la métaphore principale, hein, qui est déjà beaucoup chroniquée, qui est la métaphore du... Comment ça s'appelle? La métaphore du double monde. Hein, est-ce que la réalité est une simulation? Ça, c'est une énorme interrogation. C'est une très ancienne interrogation. C'est un vieux mème, en fait, hein, qui date je pense même de l'aube de l'humanité. Et là-dessus, il y a une anecdote que j'aime bien. Alors évidemment, hein, ça fait référence à la caverne de Platon, mais la caverne de Platon fait référence au fait que nous vivons
dans une simulation. Hein. Nous vivons vraiment dans une simulation qui est déjà une simulation générée par notre propre esprit. Hein. C'est-à-dire, nous le savons tous, hein, notre cerveau interprète tous les signaux que nous percevons à travers nos sens et reconstruit une cohérence hein, du monde, une pertinence hein, qui est totalement reconstruite. En fait, nous ne percevons qu'une bribe infime de ce qu'on pourrait appeler être la réalité, être le monde, et 1 milliard de fois 1000 milliards, une infinité de fois plus complexe que ce que nous en percevons. Heureusement, nous avons des outils qui nous permettent d'aller investiguer cette réalité et de révéler ce que nos sens ne nous permettent pas de percevoir. Mais donc nous savons intuitivement qu'il y a peut-être, et il y a même certainement une autre réalité derrière ce que nous percevons. Et ça va être exprimé sous une forme mémétique, hein, c'est des mèmes très puissants qui circulent dans toute l'histoire de l'humanité sur qu'est-ce qu'il y a caché derrière le réel. Et c'est de ça que traite évidemment Matrix. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est à ce sujet-là, c'est un mathématicien que j'avais rencontré il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Vincent Danos, un chercheur en mathématiques, qui m'avait dit une chose passionnante. Il m'avait dit, il y a un débat entre mathématiciens qui n'est pas résolu. C'est est-ce que l'humain a découvert les mathématiques ou est-ce que l'humain a inventé les mathématiques? Si l'humain a découvert les mathématiques, c'est que la structure même de l'univers est de nature mathématique. Hein. Alors ça ouvre la porte à énormément de spéculations, dont les spéculations contemporaines sur l'éventuel, le fait que nous soyons dans une simulation, une sorte de simulation informatique transcendante, et dont nous ne pouvons qu'à peine percevoir la structure. Ça, c'est basé sur je pense que ça vient beaucoup du monde scientifique, des chercheurs et des mathématiques, parce qu'il y a dans les mathématiques un processus mental qui donne l'illusion, l'impression que l'univers serait justement de structure mathématique, et c'est le mythe de Pi, hein, c'est-à-dire que le jour où on va trouver l'algorithme universel, alors le jour où on va trouver la clé mathématique de la structure de l'univers, on va pouvoir modifier le réel à partir des mathématiques. L'autre notion, et qui moi me plaît un peu plus, me semble plus pertinente, c'est de dire l'humain a inventé les mathématiques. En fait, les mathématiques sont un outil cognitif qui nous permet de manipuler des grandeurs qui échappent à nos capacités cognitives. Par exemple, et alors il m'avait fait une démonstration, il m'avait dit pense au chiffre 5. Hein, pensez au chiffre 5, vous voyez le chiffre 5, hein, 5 doigts, 5 objets, etc. Maintenant, pensez au chiffre 572 000 milliards, 720 364, par exemple. Eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas le formaliser. Hein. C'est un chiffre qui, la grandeur échappe à nos capacités cognitives. Et d'ailleurs, les Égyptiens, c'est là que Dieu apparaît en général. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a confronté à un seuil de complexité qui n'est pas mentalement conceptualisable, on va appeler les dieux. Et les Égyptiens, du coup, avaient les chiffres, je crois que c'est au-dessus du million ou du milliard. Le symbole pour ces chiffres-là était un symbole divin. Hein. Et donc les mathématiques, c'est un outil cognitif qu'on a inventé qui nous permet donc de manipuler hein, justement cette complexité de l'univers, et l'univers serait en fait plus complexe même encore que les mathématiques. Donc ça c'est une petite aparté sur Matrix, hein, sur un des éléments qui est traité par Matrix, et je vais revenir maintenant à ma thématique sur Matrix. C'est que les Wachowski sont aussi des militants, non seulement LGBT, mais quelque part, et de façon cryptée, des militants BDSM. C'est-à-dire qu'il y a une sensualité sexuelle cryptée, BDSM, dans Matrix. Et en fait, Matrix, comme d'ailleurs Blade Runner, comme Alien, comme pas mal de films, d'ailleurs depuis Hitchcock, entre autres au moins, mais depuis l'aube de l'humanité, où nous, artistes, nous dissimulons des métaphores cachées à l'intérieur de nos œuvres, il y a plusieurs niveaux narratifs. Et il y a un niveau, curieusement, qui a été assez peu étudié, assez peu chroniqué, donc je vais vous le montrer, qui est ce niveau BDSM de Matrix. Alors, bien sûr, vous vous dites, là, Yann, tu es encore en train de projeter tes propres fantasmes, mais c'est quand même assez élaboré. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a tout un contexte hein, qui fait que ce n'est pas juste comme ça, ne serait-ce que par exemple leur premier film qui s'appelle Bound, hein, qui dit bien ce qu'il veut dire. Et alors, on va juste rentrer dans les premières scènes de Matrix. Où est-ce que Trinity donne rendez-vous à Neo? Eh bien, Trinity donne rendez-vous à Neo
dans une boîte de nuit. Hein, quand les hackers dans le monde réel se rencontrent, en général, ils se rencontrent dans une pizzeria, dans un restaurant plus ou moins anonyme. Là, ils se donnent rendez-vous dans une boîte de nuit sadomaso, BDSM, et on arrive sur Néo, le premier plan, c'est Néo, qui est accoudé, vous voyez ici, qui est accoudé à une porte, hein, à l'entrée d'une pièce, et dans laquelle il est en train d'observer une scène de domination BDSM entre, je pense, une dominatrice et un homme travesti, hein, agenouillé devant lui. C'est pas du tout innocent, hein, une scène comme ça se joue, ça se met en scène, c'est carrément, moi je dirais, totalement explicite. Et en fait, Matrix raconte l'initiation sadomaso d'un jeune homme qui, à chaque initiation qu'il va franchir, va grandir. Alors, l'autre scène qui m'a beaucoup fait, en termes de métaphore, qui m'a fait pas mal jubiler, c'est l'une des scènes suivantes. Hein. Neo se fait arrêter par l'agent Smith, et alors il se retrouve dans une cellule, et qu'est-ce qui va lui arriver? Alors déjà, Neo, vous remarquez, est androgyne, hein, enfin, plus androgyne qu'un Descartes dans Blade Runner. Hein, c'est un choix volontaire, on n'a pas le super-héros très viril, bien burné d'habituel des films d'action. Là, on a un personnage plus ambigu, plus subtil, plus sensuel aussi, plus féminin, quelque part. Et là, Neo donc, se retrouve prisonnier dans sa cellule, et là, que lui arrive-t-il? On a les deux agents Smith bien burnés qui le bâillonnent, hein, d'ailleurs de façon assez spectaculaire, hein, en transformant en fermant ses lèvres, et il va se retrouver allongé sur la table, torse nu, avec les deux hommes bien virils qui le maintiennent, qui vont s'emparer d'une espèce de petite crevette phallique qu'ils vont lui insérer de force dans le nombril. Évidemment, hein, ça n'aurait pas pu être explicitement ailleurs. Et alors, cette métaphore de pénétration sexuelle, de viol, en fait, ne sert à rien. C'est-à-dire, cette crevette, je veux dire, ne sert à rien, puisque dans la scène suivante, alors je vais remonter le long des alcôves du No Museum, dans la scène suivante, elle va être enlevée quasi immédiatement, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, c'est Trinity qui va enlever l'intrus, hein, là voilà, dans une scène qui a l'air tout droit sortie d'un film, je dirais, pornographique. C'est-à-dire, on est dans une limousine sous la pluie, et Neo est donc sur le siège arrière, menacé, et Trinity va monter sur lui à califourchon, et va s'emparer d'un espèce d'appareil qui ressemble fortement, pour ceux qui connaissent les pratiques BDSM, certaines pratiques BDSM, à un aspirateur de verge ou de phallus dans les donjons. Hein. Et donc elle va pratiquer une sorte je dirais, d'avortement, puisqu'elle va extirper cette crevette du ventre de Neo et la jeter par la fenêtre. Donc voilà, deuxième scène. Et puis après, bon, une fois qu'on a la clé de ces jeux initiatiques, ça n'arrête pas. Hein. Pendant tous les épisodes de Matrix, on va avoir des métaphores tournant autour du BDSM en permanence. Dans les épisodes suivants, on a par exemple l'histoire autour du français, justement, en plus du mérovingien. Hein, il faut juste essayer de vous rappeler ce que fait le mérovingien, et surtout l'ami du mérovingien qui va négocier auprès les clés de la matrice auprès de Neo, à condition que Neo l'embrasse d'un vrai baiser d'amour devant Trinity. Donc on a une scène pareille de domination, de triolisme et de domination à trois, symbolique. Et évidemment aussi on a des jeux graphiques, hein, dans l'attaque de Zion avec tous les petits spermatozoïdes qu'attaque Zion, et cette apothéose de Neo à genoux, entrelacée face à une créature tentaculaire qui on se demande si elle n'est pas en train de le pénétrer de partout. Donc voilà, donc ça c'était l'aparté sur la sensualité BDSM cryptée de Matrix. À bientôt.